Bon. La affirmation de l'utopie comme un droit, ça était une conception qui est tout à fait proche à la définition de l'homme comme animal utopique. Tout être vivant a le droit. Et l'homme particulièrement a des droits qui sont travaillés par l'intermédiaire de la raison, n'est-ce pas? Ça veut dire que nous sommes conscients de nos droits. Bon, nous sommes conscients du droit de voler, si ce que vous voulez utiliser ce mot, voler avec l'imagination sur un monde tout à fait immense et inconnu dans lequel nous sommes presque le microcosme, le microbios. Bon, c'est pas difficile de répondre tout à fait la question de pourquoi les droits, pourquoi l'utopisme c'est un droit. Plus que l'utopisme, je crois que le droit c'est l'exercice ou l'exercitation de l'imagination. L'imagination c'est vraiment la base de tout. Et il est nécessaire d'ouvrir les portes à l'imagination, d'écouter ce que l'imagination nous indique, parce que c'est toujours une aide, vraiment une aide que nous attendons vraiment comme elle devait l'être. Bon. Ça que c'est le respect de la position de Lénine, que vous avez signalé. Bon, je ne suis un spécialiste en léninisme, élu, comme tout le monde, quelques textes de Lénine, mais je n'ai pas connu ce texte dans lequel Lénine parle de la valeur de l'imagination. Je le crois tout à fait possible, parce que Lénine a été probablement le marxiste soviétique plus ouvert qu'Atali, la Russie, avec Trotsky. Hein? Bon, assurément qu'un homme monstrueux comme a été Staline, il ne s'intéressait pas par l'imagination, seulement pour imaginer de quelle façon il va tuer a ses ennemis. Somos muy felices y honorados de este diálogo entre usted y también el profesor Miguel Adansur. Muchas gracias, Arturo. Espero verte de nuevo y también hacer otras videoconferencias. Muchas gracias también al equipo de Mendoza, nuestros correspondientes de Mendoza y también del Departamento de Filosofía y del Laboratorio de Estudios y Investigaciones sobre las lógicas contemporáneas de la filosofía. Estamos entonces a continuar nuestra relación. Muchas gracias a todos. Je voudrais, c'est le dernier mot,
je voudrais donner premièrement un agrément à l'invitation que vous m'avez faite et nous t'attendons toujours ici à Mendoza. Merci beaucoup. Muchas gracias. À bientôt. Je vais premièrement remercier pour cette invitation. Et je vais être très bref. Je remercie spécialement mon collègue René Scherer pour m'avoir cédé la place. Ma présentation devrait être ce matin, mais dans le cadre du sujet qui a été abordé ce matin, ma intervention n'était pas très bien placée. Donc, comme je parle d'Archidopolis, que c'est une œuvre de Domingo Faustino Sarmiento, et donc appartient à l'archive de la pensée latino-américaine, et donc je suis content de pouvoir suivre en tout cas la discussion qui a commencé avec Arturo Anderson. Bon, disons un petit mot pour dire que premièrement il y a un moment qu'on peut parler, on peut nommer comme un moment programmatique à l'Argentine, et disons que c'est le moment après disons plusieurs années après l'indépendance, après les guerres civiles qui ont été déclenchées à partir de l'indépendance, et sous la tyrannie de Rosas. Bon, je ne peux pas trop expliquer, mais c'est un moment, disons, où il y a beaucoup de travail de caractère programmatique. Et c'est là qui va à être ancrée cette œuvre que je considère aussi une œuvre programmatique en même temps qui est utopique. Donc la question qui peut introduire ça, c'est comment doit être une république à l'Amérique du Sud, et quelle est la forme de gouvernement d'accord avec les principes de liberté et la réalité sociale du pays, quels sont les modèles à suivre. La fin du gouvernement de Rosas, alors qu'il devenait déjà sa chute, fut un moment programmatique. Donc la République à venir fut esquissée par les membres de l'élite lettrée du Rio de la Plata dans différents projets qui ne constituent pas, disons, en rien un modèle unique. Les programmes fondateurs qui ont marqué la matrice républicaine se confrontent précisément à la compréhension de la base sociale qui légitimerait les nouveaux ordres politiques. Donc il y a d'un côté Alberdi qui va à Juan Bautista Alberdi, et une disons, qui ont donné la base de notre première constitution, qui va donner une idée de forme mixte de gouvernement, selon aussi le modèle français de ce moment. Et Sarmiento, de notre côté, qui aspire, quant à lui, aux formes de républicanisme démocratique dans lesquelles se conjuguent le développement moral et le développement économique. Une deuxième chose, c'est montrer comment toutes ces écritures, c'est aussi en forme de combat. Juan María Gutiérrez, autre membre de cette génération de 1837, va dire que les écrivains sont des acteurs de drames révolutionnaires. Sarmiento est un de ces protagonistes privilégiés. Il va organiser son discours en accord avec les événements de son temps. Sa plume est aussi une arme de combat, comme va lui dire plus tard Ricardo Rojas, aussi un intellectuel du moment fondateur de l'Argentine. Il est journaliste et il va fonder un journal, Les Sonda, quand il était à sa jeunesse à San Juan. Va participer dans son exil au Chili, et dans El Mercurio et El Progreso. Et il continuera des interventions publiques lors de quand il devient déjà un homme politique. Il a devenu aussi président de la République. Et aussi, il a une grande action éducative. Il écrira des mémoires, des proclames, des œuvres donc programmatiques, et il prend une position par rapport au passé colonial qu'il va négliger.
Et face au futur, d'une façon très volontariste, il se propose de construire sur un modèle républicain. Facundo, c'est son œuvre la plus célèbre, la plus connue, traduite en français presque au même moment qu'il l'a écrivait, parce qu'il a voyagé en France puis après. Et il a été premièrement publié comme pamphlet en 1845 au Chili, dans le journal El Progreso. Puis il va publier aussi ses voyages. Il publie l'éducation populaire, qui c'est le résultat de c'est un mémoire de tous ces travaux, de tous, disons, ces idées éducatives. Et il écrit Argyropolis et Souvenirs de Provence, c'est aussi son regard sur le passé. Donc, face à cette œuvre Argyropolis, on peut repérer premièrement dans les titres, qu'est-ce que ça veut dire Argyropolis. Il écrit à pied de page, il dit que ce mot est construit sur la question de l'argent, de la plata. Notre rivière s'appelle, la rivière dans laquelle est placée Buenos Aires s'appelle Rio de la Plata. C'est une énorme rivière qui semble l'argent à cause de la lumière. Et Polis, bon, évidemment, donc c'est une œuvre qui dans son titre, elle a un certain côté aussi utopique. Et c'est une œuvre surtout programmatique, dont premièrement il dénonce la acéphalie de la nation, et suite de l'échec de la première constitution de 1826, que c'était une constitution de caractère unitaire, avec une hégémonie de Buenos Aires sur les provinces de l'intérieur du pays. Et donc, il dénonce aussi les pouvoirs absolus de Rosas, qui exerçait comme délégué intérimaire aux relations extérieures de la Confédération. Il réclame l'organisation d'un congrès national pour organiser l'administration générale du pays sur un système fédéral, aussi que le commerce extérieur et intérieur, les navigations de fleuves, les droits de la douane, etc. Il poursuit les principes du gouvernement et qu'il avait déjà exposé dans la troisième partie de son livre sur Facundo, qui c'est aussi un peu programmatique. Donc il donne des idées d'organisation. Cette idée de que ce soit une œuvre utopique, parce qu'il dit justement qu'on peut imaginer avec ce titre une œuvre utopique, mais que tout au contraire c'est une œuvre très pratique où tous les Européens de ce moment, tous les Français devraient justement lire pour comprendre qu'il y a là une vraie possibilité pour la France et pour ses citoyens de venir à s'installer dans, bon, il y a des côtés de l'immigration et les côtés aussi de la possibilité d'organiser là-bas le commerce et l'immigration. Donc il est signalé aussi à distance justement des œuvres utopiques de ce moment-là. Donc, par contre, on peut se demander justement la condition de cette œuvre, de quel point de vue on peut la considérer entre les deux, entre l'utopie, entre les côtés programmatiques. Et on va justement essayer, et justement un peu, je suivais une idée de Miguel Abençour dans l'histoire de l'utopie et les distances de sa critique, de ne pas prendre l'utopie comme une seule idée, sinon justement au moins trois, non? Le socialisme utopique et les nouvelles sens de l'utopie. Et finalement, troisièmement, bon, il y avait une idée aussi de l'utopie qui peut rester liée à